L'acheteur ou le vendeur doivent-ils réagir rapidement lorsqu'il est insatisfait d'une vente réalisée par le passé? C'est la question que nous allons poser à Olivier Debac, avocat et associé au cabinet Debac-Bellec. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, en ce moment même, il existe un litige entre un particulier et son marchand autour de la vente d'un masque Fang du Gabon. Il a été vendu 4,2 millions d'euros aux enchères alors que les particuliers l'ont cédé 150 euros au marchand. La vente auprès du spécialiste a eu lieu en septembre 2021 et la vente aux enchères en mars 2022. Le procès va avoir lieu dans quelques semaines. Alors, j'imagine que tous les délais ont été tenus. Mais comment ça se passe dans ce cas? C'est un litige assez classique, j'imagine, qui a dû arriver dans le passé. Quelles règles de délai s'appliquent dans ces cas-là? Oui, là, on est vraiment dans les délais. Donc, à partir du moment où le propriétaire de l'objet qu'il a vendu pour 3 francs 6 sous découvre que c'est un chef-d'œuvre, il a 5 ans pour assigner. Au-delà de ce délai, l'affaire sera prescrite, il ne pourra plus agir en justice. Et si jamais le moment où il découvre cette erreur sur l'authenticité est plus tardif, il a un délai maximum de 20 ans à compter de la vente initiale pour agir. Donc, si je prends donc on a 2 délais. On a un délai qu'on appelle un délai glissant, qui est de 5 ans à compter du moment où on a découvert le vice, ou on aurait dû découvrir le vice, je dis n'importe quoi, mais c'est un indice, une expertise. Là, c'est une vente publique avec une autre attribution. On a 5 ans. Et ce délai, il est enfermé dans un délai maximum de 20 ans à compter de la vente initiale. Donc, par exemple, si vous découvrez l'erreur d'authenticité la 19e année, il ne vous reste plus qu'un an pour agir. Si Oui. vous agissez au bout de 20 ans et un jour, c'est terminé. C'est terminé. Et justement, la découverte, ça doit être associé quand même à une expertise. Comment est-ce que ça se matérialise vraiment? Alors, il y a une part de subjectivité dans l'appréciation de la découverte du vice, c'est le jargon. C'est pas simplement une rumeur, il faut qu'on ait un élément assez précis. Donc, par exemple, si vous avez vendu une rumeur que votre objet devrait avoir une autre authentification, vous avez intérêt à faire une expertise, et c'est l'expertise elle-même qui est un élément beaucoup plus précis, beaucoup plus probant, qui fera partir le délai. Et ça s'applique dans n'importe quelle situation? Quelles sont les situations qu'on voit le plus régulièrement dans ce genre de prescription? Alors, ça, c'est le délai de prescription complètement standard qui pourrait s'appliquer à des litiges complètement étrangers au marché de l'art. Le contentieux très classique, c'est l'erreur d'attribution. Donc, on croit vendre une croûte et c'est un chef-d'œuvre. Ça, on est du côté du vendeur. Ou l'inverse, on achète un chef-d'œuvre et il s'avère que c'est un mauvais tableau. C'est ça, quand c'est un faux, c'est pareil. Oui, ça marche dans les deux sens, en fait. Okay. On a l'erreur, en fait, c'est un vice du consentement. On pensait vendre quelque chose avec une définition précise, et en fait, c'est complètement différent. Et ça s'applique donc quand on est un particulier. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Par exemple, la situation peut exister d'un marchand qui a fait une erreur, etc. Est-ce que pour un professionnel, ce sont les mêmes règles? Alors, sur les règles de prescription, ce sont les mêmes règles. Il y a un cas particulier, c'est celui de la vente aux enchères ou de la prisée par une maison de vente ou un commissaire de justice. Là, la responsabilité professionnelle de cet acteur, elle est beaucoup plus courte, elle est de 5 ans à compter de la vente. Donc 5 ans après une vente aux enchères, vous ne pouvez plus agir contre le commissaire-priseur. Donc, mais ça, c'est si le particulier s'en rend compte, ou si c'est quand l'acheteur, le vendeur... Quand n'importe qui s'en rend compte, oui. en fait. Ok. Et comment est-ce que ça se passe? Vers qui le litige se crée entre vraiment juste le marchand et le particulier? Parce que, par exemple, dans ce cas du masque Fang, il y a quand même aussi un expert. Il y a aussi la personne qui a acheté l'œuvre d'art. Il y a quand même 4 personnes, du coup, en jeu. Alors, dans ce dossier-là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a un particulier qui vend à un brocanteur. Donc, c'est une première vente. Et ensuite, le brocanteur confie l'objet à un commissaire-priseur et le vend. Pour moi, le vendeur initial, il a une action en annulation de la première vente
contre le brocanteur qui lui a acheté. Alors là, ils ont fait, si j'ai bien compris, quelque chose d'un petit peu différent. Ils demandent juste des dommages à intérêt, c'est-à-dire participer au produit de la vente, puisque par définition, l'objet a été revendu en vente et il y a un collectionneur qui doit l'avoir. Ça crée un niveau de relation juridique en plus. Oui, c'est ça. Et comment ça se passe si on a un procès, on a quoi? On a un remboursement, quelles sont les situations, les issues possibles? L'issue traditionnelle dans un contentieux d'annulation de la vente pour erreur, c'est d'annuler la vente. Donc le vendeur rend l'argent et l'acheteur rend l'objet. On remet les parties dans la situation antérieure au contrat de vente. Parfois, quand par exemple il y a un commissaire-priseur qui a été un intermédiaire dans la vente et qui aurait fait une erreur dans son estimation, dans son authentification, lui, il va devoir rembourser les honoraires. Comme la vente est annulée, il n'y a pas de raison qu'il y ait des honoraires. Et s'il a fait une erreur professionnelle, il peut être actionné en responsabilité. Et si on s'en rend compte dans le délai des 20 ans, mais qu'il y a eu des ventes entre-temps, est-ce qu'on peut quand même avoir un procès? Est-ce que ça annule les ventes suivantes? Comment ça se passe? La difficulté, évidemment, c'est que l'objet aura mené sa vie, passé de propriétaire en propriétaire. Donc, au lieu d'annuler la vente et d'obtenir une restitution, par exemple, on va substituer la restitution matérielle de l'objet à une indemnisation. Parce que ça va... Donc, on va rembourser le prix de vente perçu à la revente. Et justement, quand vous parlez de restitution, ça fonctionne aussi, par exemple, pour des restitutions liées aux spoliations Ça, c'est des cas complètement différents, oui. Juste pour être sûr. Justement, vous, en tant qu'avocat, quel est le cas le plus fréquent que vous avez assisté? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager? Le cas le plus fréquent, c'est l'erreur d'attribution. Donc, il peut être... On attribue mal un objet exceptionnel ou on attribue trop bien un objet banal. Donc ça, on peut agir à la fois, on peut agir pour le vendeur, on peut agir Mais c'est rare pour l'acheteur. Non, c'est relativement fréquent. Nous, on a plusieurs dossiers actifs en permanence au cabinet sur des tableaux, des meubles, des antiquités. Non, ça arrive. Je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours. J'imagine. Mais c'est un contentieux assez usuel en matière d'art. Et quand vous parliez des professionnels qui avaient une règle un petit peu différente, vous parlez seulement des commissaires-priseurs. Pourquoi ne pas l'avoir Pourquoi est-ce que ça ne concerne pas les autres professionnels? Alors, c'est tout le paradoxe de cette règle, c'est que les néophytes confient leurs objets à un commissaire-priseur ou à un opérateur de vente volontaire. Ils sont responsables pendant 20 ans, tandis que le professionnel à qui ils ont délégué finalement... Qui est censé avoir un œil expert. Et s'en sort au bout de 5 ans. Et son expert bénéficie de la même règle de prescription. Mais c'est assez commun en matière de responsabilité des professionnels. Par exemple, les huissiers, les avocats, les notaires ont aussi des règles de prescription spécifiques à leur métier. Et dernière question, est-ce que c'est possible de négocier le délai de prescription? Alors, si on a des doutes, peut-être? Oui, il y a eu une réforme de la prescription en 2008 qui permet de négocier les délais de prescription avec pas mal de limites. Un commissaire-priseur ne pourra pas réduire sa prescription et un professionnel ne pourra pas imposer à un particulier de négocier la prescription. Par contre, entre deux particuliers ou entre deux professionnels, dans le cadre d'une vente, par exemple, on peut aménager la prescription soit plus courte, soit plus longue. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Olivier Debac. Je rappelle que vous êtes avocat et associé au cabinet Debac-Bellec. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site de Bismart. N'hésitez pas également à vous inscrire à notre nouvelle newsletter consacrée au marché de l'art qui s'appelle Hors Cadre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.